Bonjour et bienvenue sur Curiosidad Nocturna. Ce soir, nous nous laissons porter vers le monde ancien et extraordinaire de l'océan, la mémoire profonde de notre planète écrite dans l'eau, bien avant que les villes soient bâties ou que les cartes soient dessinées. Les mers étaient déjà vivantes, remodelant les côtes dans le silence. Les vagues sculptaient les falaises et emportaient le sable. Les courants vagabondaient à travers le globe comme des rivières lentes sans berge. D'étranges créatures brillaient dans l'obscurité, là où la lumière du soleil n'avait jamais atteint. L'océan que tu imagines sous la surface est ancien, au-delà de toute mesure. Et pourtant, il continue de se mouvoir, de respirer, de changer. C'est l'histoire de la mer. Une histoire de sel et de pression, de création et d'effondrement. Une de beauté qui met des millions d'années à se former. Sous chaque vague, dans chaque grain de sable du rivage, il y a des murmures de mers anciennes, de glaciers et d'étoiles depuis longtemps dissoutes dans l'eau. Si tu aimes ces voyages tranquilles, je t'invite à laisser un like, à t'abonner ou à partager une pensée ci-dessous. Cela aide d'autres personnes à trouver leur chemin jusqu'ici. Une âme endormie à la fois. Pour l'instant, respire simplement. Laisse tes yeux devenir lourds et laisse l'océan ancestral porter tes pensées. Commençons. Si tu pouvais regarder la Terre depuis l'espace avec des yeux neufs, tu ne l'appellerais pas Terre du tout. Tu l'appellerais océan. Plus de 70% de la surface de la planète gît sous l'eau de mer. Un vaste monde bleu qui enveloppe les continents dans son étreinte. Vu d'en haut, les masses continentales apparaissent comme des îles dispersées sur une mer sans fin. L'océan n'est pas un seul corps d'eau, mais 5 régions connectées qui se fondent les unes dans les autres sans véritable frontière entre elles. Le Pacifique à lui seul est plus grand que toutes les terres de la planète réunies. Il contient tellement d'eau que si tu faisais fondre chaque couche de glace et chaque glacier, chaque rivière et chaque lac, chaque nuage et chaque goutte de pluie, cela ne représenterait encore qu'une fraction de ce qui remplit déjà la mer. Pour comprendre notre planète, il faut d'abord comprendre que nous vivons sur un monde d'eau. La terre sur laquelle nous nous tenons est l'exception. L'océan est la règle. Passe un verre d'eau de mer dans les meilleurs instruments de laboratoire, et tu y trouverais des traces de presque tous les éléments du tableau périodique. L'or, l'uranium, le lithium et le manganèse se dissolvent dans la mer en quantité trop infime pour être vue, mais suffisamment vaste pour avoir de l'importance. L'ingrédient dominant est le chlorure de sodium, le simple sel de table, qui donne à l'eau de mer son goût familier. Mais dissous à ses côtés se trouvent le magnésium, le calcium, le potassium, le sulfate et le bicarbonate, dans un cocktail chimique qui est resté remarquablement stable pendant des centaines de millions d'années. Les rivières transportent des minéraux érodés de la roche et les déposent dans la mer. Les volcans du fond marin y ajoutent chaleur et chimie. Les organismes extraient des éléments de l'eau pour construire coquilles et os, et quand ils meurent, ces matériaux coulent et sédimentent, retournant circuler dans les profondeurs. L'océan n'est pas un récipient passif. C'est le plus grand laboratoire de chimie du monde, menant des réactions qui gouvernent le climat, la vie et l'air même que nous respirons. Près de la surface, là où le soleil réchauffe l'eau et où le vent agite les vagues, l'océan peut sembler accueillant. Mais descend seulement quelques centaines de mètres et la température chute de façon spectaculaire. Au moment où tu atteins les grands fonds,
l'eau se maintient juste au-dessus du point de congélation, quelques degrés au-dessus du seuil où se forme la glace. Ce froid n'est pas une simple curiosité. Il est le moteur de l'un des mécanismes les plus puissants de l'océan, un système de circulation mondiale, parfois appelé le grand tapis roulant océanique. Dans les régions polaires, l'eau froide devient dense et coule jusqu'au fond, poussant les couches plus profondes et mettant tout l'océan en mouvement au ralenti. Ce mouvement transporte chaleur, oxygène et nutriments à travers le globe, reliant la chaleur équatoriale au froid polaire dans une boucle sans fin qui prend environ 1000 ans pour accomplir un circuit complet. Les profondeurs froides ne sont pas des zones mortes. Elles sont le cœur battant d'une circulation qui maintient en vie le monde de la surface. Imagine descendre dans l'océan comme si tu lisais les chapitres d'un livre. La première couche, la zone éclairée ou photique, s'étend à seulement 200 mètres de profondeur et abrite presque toute la vie photosynthétique de l'océan. La lumière solaire arrive encore ici, et l'eau fourmille de plancton, de poissons et de couleurs. En dessous se trouve la zone crépusculaire, où la lumière se dissipe jusqu'à une faible lueur bleue, et où des organismes sans équivalent sur Terre dérivent dans la pénombre. Plus bas encore commence la zone de minuit, absolument sombre, froide et sous une pression énorme. La vie brille ici de sa propre lumière, chassant et se cachant dans l'obscurité. La zone abyssale s'étend sur le véritable fond de l'océan, de vastes plaines de boue où la pression écraserait instantanément un être humain sans protection. Et tout au fond, dans la zone hadale, que l'on ne trouve que dans les fosses les plus profondes, des créatures ont évolué pendant des millions d'années dans des conditions plus extrêmes que la surface de certaines planètes. Chaque couche est un monde séparé, connecté uniquement par la lente pluie de particules tombant d'en haut. Nous avons de meilleures cartes de la surface de Mars que du fond de notre propre océan. Malgré des siècles de navigation et des décennies de recherche, la grande majorité des fonds marins restent non cartographiés à haute résolution et inexplorés par des yeux humains. Les grands fonds couvrent une superficie plus grande que toutes les terres de la planète réunies, mais seule une infime fraction a été directement observée. Chaque expédition qui descend dans des eaux inexplorées revient avec quelque chose d'inattendu. Les nouvelles espèces découvertes en une seule plongée peuvent se compter par dizaines. Des écosystèmes entiers trouvés dans des endroits que l'on croyait déserts. Des formations géologiques étranges qui réécrivent les manuels. L'océan n'est pas seulement le plus grand écosystème de la Terre, c'est aussi son plus grand inconnu. Dire que nous connaissons la mer, c'est mal comprendre à quel point son mystère reste immense. Les créatures, les paysages et les processus cachés sous les vagues peuvent contenir des réponses à des questions auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Quand la Terre s'est formée pour la première fois, à partir de poussière et de roches en collision, il n'existait aucun océan. La planète était une sphère en fusion, bien trop chaude pour que l'eau liquide existe à sa surface. Mais à mesure qu'elle s'est refroidie, sur des centaines de millions d'années, les volcans ont exhalé d'énormes quantités de vapeur d'eau qui avaient été enfermées à l'intérieur de la roche. Cette vapeur a monté dans l'atmosphère qui se refroidissait et a finalement chuté sous forme de pluie. Pendant des millénaires, il a plu sans s'arrêter, remplissant bassins et vallées avec les premières mers primitives. Mais le dégazage volcanique seul ne suffit peut-être pas à expliquer complètement comment autant d'eau est arrivée.
d'anciens météorites appelés chondrites carbonés et des comètes contiennent de la glace d'eau dont la signature chimique correspond à celle des océans de la Terre. Certains scientifiques pensent qu'un bombardement d'objets glacés venant du système solaire externe a complété l'eau volcanique, apportant l'ingrédient final. L'océan n'est pas simplement vieux, il est assemblé à partir de l'univers lui-même. Quand tu respires, tu remplis tes poumons d'oxygène, produit en partie par les forêts et en partie par la mer. De minuscules organismes microscopiques, appelés phytoplanctons, flottent près de la surface de l'océan et effectuent la photosynthèse, tout comme les arbres, absorbant le dioxyde de carbone et libérant de l'oxygène. Leur production combinée est stupéfiante. Les scientifiques estiment que le phytoplancton génère entre 40 et 60% de tout l'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Ils sont invisibles à l'œil nu, et pourtant, leur présence collective façonne l'air de toute la planète. Sans eux, la vie terrestre telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Ces usines miniatures constituent également la base de presque toutes les chaînes alimentaires marines. Chaque poisson, à chaque baleine et chaque oiseau marin en dépend en dernier ressort pour son énergie. Une prolifération de phytoplancton peut être vue depuis l'espace comme un nuage turquoise tourbillonnant dans l'eau de surface. Ces petites vies rendent possible des choses énormes. L'eau est extraordinairement bonne pour absorber et libérer lentement la chaleur, une propriété qui fait de l'océan l'un des régulateurs climatiques les plus importants de la Terre. La mer absorbe plus de 90% de l'excès de chaleur produit par l'effet de serre, le stockant dans ses vastes profondeurs et le libérant progressivement. Sans ce tampon, les températures en surface oscilleraient de façon bien plus dramatique entre les saisons et entre le jour et la nuit. Les courants océaniques transportent la chaleur des tropiques vers les pôles, modérant des climats qui seraient sinon bien plus rudes. Les 12 hivers d'Europe occidentale sont en grande partie un cadeau du Gulf Stream, une rivière d'eau chaude atlantique qui coule vers le nord en surface. Le même courant qui réchauffe l'Angleterre et la Norvège a commencé son voyage près de l'équateur, transportant la chaleur tropicale sur des milliers de kilomètres avant de la libérer dans l'atmosphère septentrionale. L'océan ne fait pas que répondre au climat, il le crée. Dans l'ouest de l'océan Pacifique, à l'est des îles Mariannes, le fond marin plonge dans une fosse si profonde qu'elle défie l'imagination. Le Challenger Deep, le point le plus bas connu de l'océan, se trouve à près de 11 km sous la surface. Si tu y plaçais le mont Everest, le sommet serait encore à plus de 2 km sous l'eau. La pression à cette profondeur est environ 1000 fois plus grande qu'en surface, suffisante pour comprimer l'acier et écraser l'air de n'importe quel poumon. Pourtant, dans les années 1960, un petit submersible appelé Trieste a descendu jusqu'au fond et l'équipage y a trouvé de la vie. Un poisson plat reposant sur le sédiment, une crevette nageant dans l'obscurité. La vie avait trouvé son chemin même à l'extrême limite de ce que la planète peut offrir. Aujourd'hui, des véhicules spécialement conçus continuent d'explorer cette fosse, trouvant des micro-organismes dans le sédiment qui retraitent la matière organique de manière qui affecte la chimie de tout l'océan. Descend en dessous de quelques centaines de mètres d'eau océanique et les dernières traces de lumière solaire disparaissent. Le monde devient noir absolu. Et pourtant, ce n'est pas sombre comme l'est une pièce sans fenêtre. Les grands fonds brillent
On estime qu'entre 70 et 90% des organismes des grands fonds produisent leur propre lumière par une réaction chimique appelée bioluminescence. Les poissons pêcheurs balancent des leurres lumineux pour attirer leur proie. Les calmars lancent des éclats de motifs qui communiquent ou confondent. Les méduses pulsent avec des anneaux bleus fantomatiques. Les petits crustacés laissent des traînées de particules scintillantes lorsqu'ils sont perturbés. Même l'eau de mer elle-même peut briller quand elle est agitée, un phénomène que les marins décrivent depuis des siècles. La chimie derrière cette lueur implique une molécule appelée luciférine, qui réagit avec l'oxygène pour émettre de la lumière sans produire de chaleur. Ce feu froid a évolué de façon indépendante des dizaines de fois dans des groupes d'animaux très différents, suggérant qu'il résout un problème fondamental de survie dans l'obscurité. L'océan profond est un univers de lumière vivante. Une grande partie de la plaine abyssale, le vaste sol plat de l'océan profond, est recouverte d'une couche de sédiments fins appelée neige marine. Ce n'est pas de la neige au sens habituel. C'est une pluie continue et douce de particules organiques tombant d'en haut, du plancton mort, des pellets fécaux, des fragments d'organismes plus grands et de la poussière minérale glissent lentement vers le bas à travers des kilomètres d'eau, prenant des jours ou des semaines pour atteindre le fond. Quand ils arrivent, ils s'accumulent en une boue douce et sombre qui croît au rythme de seulement quelques millimètres par milliers d'années. Les objets qui tombent sur cette plaine s'y enfoncent lentement, disparaissant parfois complètement au fil des siècles. Le sédiment conserve un registre de tout ce qui a traversé la colonne d'eau au-dessus. Les scientifiques forent dans cette archive pour lire les paléoclimats, les anciens niveaux de productivité et l'histoire de l'océan lui-même. Chaque couche de boue est une page dans un livre qui remonte à des millions d'années. Sous les courants de surface visibles depuis les satellites et les navires, l'océan se déplace de façon cachée, le long des plateaux continentaux et dans les canyons sous-marins. L'eau dense chargée de sédiments coule parfois en puissantes rivières sous-marines, appelées courants de turbidité. Lorsqu'elles sont déclenchées par des séismes ou par l'accumulation lente de sédiments, ces courants peuvent traverser le fond marin à des vitesses supérieures à 100 km/h, transportant d'énormes volumes de sable et de débris jusqu'aux grandes profondeurs. Elles ont coupé des câbles de communication sous-marins, sculpté des canyons sous-marins aussi grands que ceux qui existent sur Terre, et déposé des éventails sédimentaires de la taille de petits pays sur la plaine abyssale. Le plus grand courant de turbidité connu a sculpté l'éventail de Terre-Neuve au large du Canada, répandant des sédiments sur une superficie plus grande que la France. Ces rivières invisibles remodèlent le fond océanique en des instants qu'il faut des années au paysage visible pour égaler. Ce sont les glissements de terrain cachés d'une planète couverte pour l'essentiel par l'eau. Fais glisser ton doigt sur le fond de l'océan Atlantique et tu tracerais une chaîne de montagnes s'étendant de l'Arctique jusqu'à l'océan Austral, puis traversant les océans Indien et Pacifique. Le système de la dorsale médio-océanique fait plus de 60 000 km de long, la chaîne de montagnes la plus étendue de la Terre, presque entièrement cachée sous la mer. À sa crête, les plaques tectoniques s'écartent et la roche en fusion jaillit vers le haut, formant un nouveau plancher océanique. Les montagnes elles-mêmes s'élèvent de plusieurs kilomètres au-dessus de la plaine environnante. Là où la dorsale perce la surface,
Elles forment des îles comme l'Islande et les Açores. L'activité volcanique le long de la dorsale est continue. De la nouvelle roche se forme, refroidit et s'étend vers l'extérieur. Le plancher océanique est une courroie de transport qui emmène la croûte loin de la dorsale, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'enfoncer sous un continent dans une zone de subduction. Chaque quelques centimètres du sol océanique était autrefois du magma incandescent montant depuis la dorsale inférieure. Le long de la dorsale médio-océanique, là où les plaques s'écartent et où la roche chaude se rapproche de la surface, l'eau de mer s'infiltre dans les fissures de la croûte. Elle descend jusqu'à s'approcher de la chaleur du manteau, où elle se surchauffe bien au-delà du point d'ébullition normal, maintenu liquide uniquement par l'immense pression qui règne en dessous. Puis elle remonte rapidement à travers la roche, ramassant des minéraux dissous au passage. Quand elle sort dans l'océan froid, elle émerge comme un nuage noir ou blanc de fluides riches en minéraux, appelés sources hydrothermales. Autour de ces sources, des communautés de vie ont évolué qui dépendent entièrement de la chimie plutôt que de la lumière solaire. Des bactéries chimiosynthétiques forment la base d'une chaîne alimentaire qui comprend des vers tubulaires géants de 2 mètres de long, des crevettes aveugles, des crabes pâles et des poissons translucides. Chaque organisme ici fonctionne grâce à la chaleur et aux minéraux de l'intérieur de la planète. Ces écosystèmes sont parmi les plus isolés de la Terre et ils ont changé notre façon de penser, les limites de la vie. Le son voyage dans l'eau environ 4 fois plus vite que dans l'air et à certaines profondeurs, il perd à peine en intensité. Au milieu de l'océan existe une couche appelée canal SOFAR, acronyme anglais pour Sound Fixing and Ranging, où la pression et la température se combinent pour créer une autoroute acoustique. Le son entrant dans ce canal peut parcourir des milliers de kilomètres, s'enveloppant autour du globe comme un message murmuré dans une cathédrale. Les baleines exploitent cette propriété pour communiquer à travers les bassins océaniques. Les appels graves des baleines bleues et des rorquals communs, enregistrés en dessous de la gamme auditive humaine, peuvent voyager d'un hémisphère à l'autre. Les scientifiques ont utilisé le canal SOFAR pour surveiller des séismes sous-marins distants et même pour mesurer les températures mondiales de l'océan en suivant la vitesse à laquelle le son voyage à travers une eau qui se réchauffe. L'océan est plein de sons. La plupart sont biologiques, les clics et les chants de créatures qui naviguent, chassent et communiquent dans un monde où l'obscurité rend l'ouïe plus importante que la vue. Avant que les baleines bleues n'existent, les plus grands animaux de la Terre étaient les dinosaures. La baleine bleue les dépasse, même les plus massifs d'entre eux. Les adultes peuvent atteindre plus de 30 mètres de long et peser jusqu'à 180 tonnes métriques, l'équivalent d'environ 30 éléphants. Un cœur de la taille d'une petite voiture pompe du sang à travers un corps si vaste qu'un humain pourrait ramper dans ses plus grandes artères. Et pourtant, ce géant se nourrit de krill, des crustacés pas plus grands qu'un doigt. Il prend d'énormes gorgées d'eau, filtre les minuscules animaux et les avale par millions. En saison d'alimentation, une seule baleine bleue consomme jusqu'à 4 tonnes de krill par jour. Malgré leur gigantisme, les baleines bleues sont insaisissables, présentes dans tous les océans, mais jamais en grands groupes. Leurs appels basse fréquence peuvent être détectés à des milliers de kilomètres. Elles ont failli être chassées jusqu'à l'extinction au XXe siècle.
Aujourd'hui, leurs effectifs se rétablissent, lentement et silencieusement, quelque part dans le bleu profond. Parmi les sons les plus évocateurs de l'océan, se trouvent les chants des baleines à bosse. Ces vocalisations complexes peuvent durer de 20 minutes à plusieurs heures, avec des motifs qui se répètent et évoluent au cours d'une saison de reproduction. Tous les mâles d'une région donnée chantent la même chanson. Mais la chanson change progressivement d'année en année, avec de nouvelles phrases qui se propagent de baleine en baleine, comme une tradition qui évolue lentement. Personne ne sait vraiment avec certitude ce que les chants communiquent. Ils semblent liés à la reproduction, mais le message précis reste incertain. Ce que les scientifiques savent, c'est que ces appels, qui voyagent dans le canal Sofar, peuvent être entendus par d'autres baleines à des milliers de kilomètres. Une baleine qui chante au large d'Hawaï répond peut-être à un appel qui a pris naissance près de l'Alaska. L'océan est un monde acoustique, et les baleines comptent parmi ses orateurs les plus éloquents, remplissant l'eau sombre de compositions qui n'ont pas d'équivalent sur Terre. Aucun animal sur Terre ne change d'apparence de façon plus spectaculaire ni plus rapide que la pieuvre. En moins d'une seconde, une pieuvre peut passer de l'ivoire pâle au brun foncé, d'une peau lisse à une forêt de bosses texturées, d'une forme arrondie à une silhouette qui imite le rocher, les algues ou même d'autres animaux. Cette capacité est contrôlée par des millions de cellules changeant de couleur, appelées chromatophores, qui se dilatent et se contractent sous contrôle neural direct. La pieuvre ne voit pas les couleurs au sens conventionnel. Ses yeux manquent des récepteurs de couleurs que possèdent les humains. Pourtant, elle produit des affichages de couleurs d'une précision stupéfiante. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait percevoir la couleur à travers des photorécepteurs dans sa peau même. L'intelligence derrière ce camouflage est tout aussi remarquable. Les pieuvres résolvent des puzzles, utilisent des outils, apprennent en observant les autres et jouent un comportement autrefois cru exclusif aux mammifères et aux oiseaux. Dans les récifs peu profonds de l'océan, ces créatures à 8 bras figurent parmi les animaux cognitivement les plus complexes qui existent. Un récif corallien qui ressemble à de la roche solide est en réalité vivant. Chaque bras ramifié et chaque dôme arrondi est formé d'innombrables petits polypes, des animaux à corps mou plus petits qu'un ongle. Chaque polype construit une coupe de calcaire autour de lui pour se protéger, et quand il meurt, la coupe reste. De nouveaux polypes poussent sur les anciens, couche par couche, colonie par colonie, et le récif s'élève vers la lumière solaire au fil des siècles et des millénaires. La grande barrière de corail au large de la côte australienne s'étend sur plus de 2000 kilomètres, ce qui en fait la plus grande structure biologique de la Terre, suffisamment grande pour être vue depuis l'espace. Malgré le fait qu'il couvre moins d'1% du plancher océanique, les récifs coralliens abritent environ un quart de toutes les espèces marines connues. Ce sont les forêts tropicales de la mer. Chaque polype de corail entretient une relation avec des algues microscopiques, appelées zooxanthelles, qui vivent dans ces tissus, partageant les produits de la photosynthèse, dans une association qui alimente tout l'écosystème du récif. Chaque année, l'activité humaine libère des milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Sans l'océan, ce gaz s'accumulerait bien plus rapidement qu'il ne le fait. La mer absorbe environ 30% de tout le dioxyde de carbone d'origine humaine, le séquestrant dans ses profondeurs par une combinaison de processus physiques et biologiques. En
surface, le dioxyde de carbone se dissout directement dans l'eau. Dans la zone photique, le phytoplancton l'absorbe pendant la photosynthèse et l'incorpore dans la matière organique. Quand ces organismes meurent, une partie de ce carbone coule dans l'océan profond, dans ce que les scientifiques appellent la pompe biologique, le retirant de l'atmosphère pendant des siècles ou des millénaires. Ce service est énorme et en grande partie invisible. L'océan est le puits de carbone le plus important de la planète. Mais cela a un coût. À mesure que davantage de dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, l'océan devient plus acide. Ce processus, appelé acidification océanique, menace les structures de carbonate de calcium des coraux, des mollusques et de nombreux planctons qui sous-tendent les réseaux alimentaires marins. Depuis le milieu du XXe siècle, l'océan mondial a monté d'environ 20 cm et le taux s'accélère. Deux processus en sont responsables. Le premier est la dilatation thermique. À mesure que l'eau de mer se réchauffe, elle se dilate légèrement en volume. Le second est la fonte des glaces terrestres. Les glaciers et les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique perdent de la masse à des taux croissants. Et cette eau de fonte coule dans l'océan, élevant son niveau. Pour les communautés côtières et les îles de basse altitude, même de petites hausses du niveau de la mer peuvent être catastrophiques. Les ondes de tempête qui inondaient autrefois une fois par siècle peuvent inonder annuellement. L'eau salée s'infiltre dans les aquifères d'eau douce. Les plages s'érodent et les îles rétrécissent. L'océan ne se soucie pas des frontières, ni des économies. Il monte régulièrement, portant la signature thermique de chaque tonne de gaz à effet de serre libérée dans l'atmosphère. La mer est la mémoire du réchauffement de la planète, et elle enregistre cette mémoire dans la lente et patiente montée de sa surface. Si tu pouvais tracer le voyage d'une seule goutte d'eau à travers l'océan, tu la suivrais dans un voyage durant environ 1000 ans. Partant près de la surface dans les tropiques, elle serait emportée vers le nord par des courants de surface chauds. Dans le lointain Atlantique Nord, elle se refroidirait, deviendrait plus dense et coulerait jusqu'au fond. De là, elle s'écoulerait vers le sud dans l'Atlantique profond, contournant la pointe de l'Afrique, traversant l'océan Indien et entrant dans le Pacifique. Elle finirait par remonter dans des régions d'upwelling le long des côtes et retourner en surface, réchauffée par les tropiques, pour recommencer le cycle. Ce grand circuit s'appelle la circulation thermohaline, entraînée par des différences de température et de salinité. Elle distribue la chaleur de l'équateur vers les pôles, apporte de l'oxygène dans les profondeurs et remonte les nutriments à la surface, là où la vie en a le plus besoin. Si cette circulation ralentissait significativement, les conséquences climatiques atteindraient chaque coin du globe. Tous les quelques années, un réchauffement du Pacifique tropical central et oriental déplace les schémas de vent, les courants océaniques et les précipitations de toute la planète. Ce phénomène, appelé El Niño, peut apporter des inondations dévastatrices au Pérou et en Californie, tout en plongeant l'Indonésie et l'Australie dans la sécheresse. Il affaiblit la mousson sur l'Inde, réchauffe les hivers dans le nord des États-Unis et renforce les ouragans dans le Pacifique, tout en les supprimant dans l'Atlantique. L'ampleur de la perturbation produite par un simple changement de température océanique est stupéfiante. Sa contrepartie, la Niña, inverse ses effets, refroidissant la même région et produisant des résultats approximativement opposés. Ensemble, ces deux phases
forment l'oscillation australe El Niño, le signal climatique interannuel le plus puissant de la Terre. Chaque sécheresse, inondation et saison de tempête est influencée par l'état de l'océan Pacifique. La mer ne fait pas que répondre à l'atmosphère. Elle la dicte dans un rythme lent et irrégulier qui a façonné l'histoire humaine pendant des milliers d'années. Quand l'eau douce gèle, la glace se forme en surface et isole l'eau en dessous, permettant aux poissons de survivre à l'hiver sous un couvercle gelé. L'eau de mer se comporte différemment car le sel dissous abaisse son point de congélation. À mesure que l'eau de surface se refroidit, elle devient plus dense et coule, ramenant de l'eau légèrement plus chaude d'en dessous dans un mélange constant. Quand l'océan finit par geler, la glace qui en résulte est différente en structure et en comportement. La glace de mer est pleine de minuscules canaux remplis de saumure extrêmement salée qui s'écoulent vers le bas à mesure que la glace se forme, créant une eau froide et dense qui coule jusqu'au fond et entraîne la circulation profonde. Dans les canaux qui restent, des algues et des bactéries spécialisées survivent dans l'un des habitats les plus difficiles de la Terre et forment la base d'une chaîne alimentaire dépendante de la glace qui comprend le krill, les poissons, les phoques et les ours polaires. L'océan qui gèle n'est pas un endroit mort. C'est un écosystème étrange et spécialisé, façonné entièrement par la physique du sel et du froid. Un grand iceberg se détache d'un glacier au Groenland ou en Antarctique, comme une île de glace d'eau douce de la taille d'une petite ville. Il part pour un voyage qui peut durer des décennies, emporté par des courants et des vents sur des milliers de kilomètres d'océan ouvert. À mesure qu'il voyage, il fond par le bas et par le dessus, libérant de l'eau douce qui abaisse la salinité des mers environnantes et nourrit des proliférations de phytoplancton, avec de l'eau de fonte glaciaire, riche en fer. Les icebergs les plus massifs, appelés icebergs tabulaires, se détachent des plateformes glaciaires de l'Antarctique et peuvent dépasser la taille de certains pays européens. Un iceberg suivi par des satellites a dérivé depuis l'Antarctique en traversant l'Atlantique et vers l'océan austral avant de finalement se dissoudre. La fonte de ces géants gelés s'accélère à mesure que les températures de l'océan augmentent. Chaque iceberg qui disparaît représente de l'eau douce enfermée dans la glace glaciaire depuis des milliers d'années, y retournant maintenant à la mer en l'espace de quelques années. Au milieu de l'océan Atlantique Nord se trouve une mer définie non par la terre, mais par l'eau. La mer des Sargasses est délimitée de tous côtés par des courants océaniques. Le Gulf Stream à l'ouest, le courant nord-atlantique au nord, le courant des Canaries à l'est et le courant équatorial nord-atlantique au sud. Ces courants piègent un corps d'eau tourbillonnant de mer chaude, claire et pauvre en nutriments en son centre. La mer doit son nom aux sargasses, une algue brune qui flotte à sa surface en d'immenses tapis dorés, formant un écosystème unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les jeunes tortues marines se cachent dans les tapis. Les hippocampes s'accrochent aux frondes. De petits poissons, crabes et invertébrés qui ont évolué spécifiquement pour vivre dans des algues flottantes, font de cet endroit l'un des habitats les plus étranges de la Terre. L'anguille européenne migre sur des milliers de kilomètres pour se reproduire dans la mer des Sargasses, et ses larves dérivent sur les courants vers les rivières d'Europe. Un voyage qui dure des années. De la côte du Pérou au rivage des Philippines, l'océan Pacifique s'étend sur plus de 19 000 kilomètres.
presque la moitié de la circonférence de la Terre à l'équateur. Il est plus large que la distance de la Terre à la Lune. Sa superficie dépasse celle de toutes les masses terrestres mondiales réunies. En son sein se trouvent plus de 25 000 îles, formant l'océan le plus riche en îles de la planète. Les points les plus profonds, les plus élevés et les plus volcaniquement actifs du plancher océanique existent tous dans ses limites. Ils renferment plus de la moitié de toute l'eau des océans du monde. Le Pacifique fut autrefois considéré comme si vaste et inhospitalier que les premiers navigateurs européens doutaient de pouvoir le traverser vivant. Les insulaires du Pacifique de Polynésie, de Micronésie et de Mélanésie le naviguèrent il y a des milliers d'années, sans instruments, guidés par les étoiles, les vagues, le vent et le comportement des oiseaux. Leur connaissance de l'océan était aussi détaillée que n'importe quelle carte. Quand tu regardes une vague avancer vers le rivage, il semble que l'eau voyage vers toi. Ce n'est pas le cas. Ce qui voyage, c'est l'énergie. L'eau elle-même se déplace en orbite circulaire, montant au passage d'une vague et redescendant sans réellement avancer vers la côte. C'est pourquoi un morceau d'algue flottant monte et descend sur place lorsque des vagues passent en dessous plutôt que d'être emportées vers la plage. Les vagues naissent au large quand le vent transfère de l'énergie à la surface de l'eau. Un vent soutenu sur une longue étendue d'océan ouvert, appelé fetch, construit des vagues progressivement plus grandes au fil du temps. Les plus grandes vagues jamais mesurées de façon fiable ont atteint plus de 30 mètres de hauteur pendant de violentes tempêtes dans l'océan austral. Même ces géants sont des motifs d'énergie se déplaçant dans l'eau, pas des rivières d'eau se déplaçant à travers la mer. Quand les vagues atteignent enfin les eaux peu profondes près d'une côte, le mouvement circulaire se comprime, la vague ralentit et se redresse, et l'énergie qui a voyagé sur des milliers de kilomètres se libère finalement dans un fracas d'écume. Quand un séisme massif rompt une faille sous le plancher océanique, il peut déplacer verticalement un énorme volume d'eau. Ce déplacement se propage vers l'extérieur sous forme de tsunami, non pas comme une seule vague, mais comme une série d'impulsions à longue longueur d'onde qui traversent des bassins océaniques entiers. En eau profonde, un tsunami peut à peine se remarquer, juste une légère montée d'1 mètre ou moins, se déplaçant à la vitesse d'un avion de ligne commerciale. Un navire en mer passerait au-dessus sans que l'équipage s'en aperçoive jamais. Mais le vrai danger se trouve en côte. À mesure que la vague entre dans les eaux peu profondes, elle ralentit et son énergie se comprime vers le haut. Ce qui était une légère ondulation en eau profonde devient un mur d'eau qui peut s'engouffrer dans les terres sur des kilomètres, emportant tout sur son passage. Le tsunami de l'océan Indien de 2004 a tué plus de 200 000 personnes et s'est fait ressentir jusqu'en Antarctique. L'énergie libérée dans ce séisme était équivalente à des milliers d'armes nucléaires détonnant simultanément sous la mer. La plupart des gens pensent aux courants océaniques comme à de simples courants se déplaçant à un rythme constant près de la surface. En réalité, l'intérieur de l'océan est rempli de tourbillons complexes et rotatifs, des systèmes météorologiques sous-marins qui peuvent persister pendant des années. Ces masses d'eau en rotation, certaines s'étendant sur des centaines de kilomètres, piègent et transportent chaleur, sel et nutriments au fur et à mesure qu'ils se déplacent.
Ils se forment lorsque des courants majeurs comme le Gulf Stream se détachent de boucles d'eau tourbillonnantes, de la même façon qu'une rivière se détache de méandres. Dans un tourbillon, l'eau tourne lentement, isolant sa chimie interne de la mer environnante. Certains tourbillons portent de l'eau chaude dans des régions froides. D'autres aspirent de l'eau froide des profondeurs, créant des zones temporaires de productivité biologique. Les satellites peuvent détecter leur signature en surface, comme de légères variations dans la hauteur de la mer. Sous la surface, ils sont invisibles et non cartographiés. L'intérieur de l'océan est aussi dynamique et conduit par la météo que l'atmosphère au-dessus, juste en ralenti. Le monde visuel sous-marin ne ressemble pas du tout à ce que nous voyons au-dessus de la surface. Certains poissons et céphalopodes perçoivent la lumière polarisée, une propriété de la façon dont les ondes lumineuses oscillent, invisibles aux yeux humains. Dans l'eau, les motifs de lumière polarisée changent avec la profondeur, l'angle et la position du soleil. Et certains animaux utilisent ces motifs pour la navigation, la détection des proies et la communication. Les crevettes mantes poussent cela à l'extrême. Elles ont 16 types de photorécepteurs contre 3 dans l'œil humain et peuvent détecter 12 longueurs d'onde différentes de couleurs, en plus de la lumière ultraviolette et polarisée. Leur monde visuel contient des canaux de couleurs qui n'ont de nom dans aucune langue humaine, parce qu'aucun humain ne les a jamais vus. Dans l'océan, la vision a évolué sous des pressions complètement différentes de celles de la Terre. L'eau absorbe rapidement la lumière rouge, laissant un monde bleu en profondeur. Les systèmes visuels des créatures marines sont accordés à cet environnement de façon qui les rendent véritablement étrangers à notre expérience. Bien avant les dinosaures, avant que les arbres n'aient pleinement évolué, avant que le premier vertébré ne se soit traîné sur la Terre, les requins nageaient déjà dans les océans de la Terre. Les plus anciens requins connus apparaissent dans les archives fossiles il y a environ 450 millions d'années, avant même l'extinction de masse qui a anéanti plus de 90% des espèces marines. Tandis que ces extinctions refaçonnaient l'océan autour d'eux, les requins ont survécu et continué. Les formes modernes que nous reconnaissons ont évolué sur une période de temps beaucoup plus courte, mais le plan de base d'un prédateur cartilagineux, avec un excellent système sensoriel et une forme corporelle efficace, a à peine changé depuis des centaines de millions d'années. Les requins détectent les champs électriques générés par les muscles vivants, peuvent sentir une seule goutte de sang diluée dans un énorme volume d'eau et ressentent les changements de pression à travers leur système de lignes latérales. Ils sont parfaitement conçus par 400 millions d'années de tests, affinés à travers chaque extinction que la planète a pu leur lancer. Au milieu de l'océan Pacifique, s'élevant depuis le plancher océanique, se trouve le volcan Mauna Kea. Son sommet se situe à 4 km au-dessus du niveau de la mer, suffisamment haut pour recevoir de la neige en hiver. Mais mesuré depuis sa base sur le plancher marin, le Mauna Kea s'élève sur plus de 10 km, ce qui en fait la montagne la plus haute de la Terre selon cette mesure, dépassant même le mont Everest. L'océan cache des dizaines de tels géants. Les monts sous-marins, des volcans sous-marins qui n'ont pas tout à fait atteint la surface, s'élèvent sur des milliers de mètres depuis la plaine abyssale et forment des habitats isolés qui attirent des concentrations de vie marine. Leur pente crée des zones d'upwelling où des eaux profondes riches en nutriments
montent en surface, alimentant des proliférations de productivité. Beaucoup de monts sous-marins ont été découverts seulement au cours des dernières décennies, cartographiés par sonar depuis des navires de recherche, traversant des eaux que l'on croyait sans relief. Chacun est une montagne dans l'obscurité, et comme toutes les montagnes, il change la météo autour de lui, les courants qui le longent et la vie qui s'y accroche. Les méduses dérivent dans les océans de la Terre depuis au moins 500 millions d'années, ce qui en fait l'un des groupes d'animaux multicellulaires les plus anciens connus. Elles précèdent les dinosaures de près de 300 millions d'années et ont survécu à chaque extinction de masse qu'a connue la planète. Elles atteignent cette longévité sans aucun des mécanismes que nous associons à la vie complexe. Pas de cerveau pour traiter l'information, pas de cœur pour pomper le fluide, pas de sang pour transporter l'oxygène. Au lieu de cela, elles ont un système nerveux simple qui coordonne leurs cloches pulsantes, un réseau diffus de cellules qui perçoit la lumière, la gravité et la chimie sans rien qui ressemble à la pensée. Leurs corps sont composés à environ 96% d'eau. Certaines espèces ne grandissent pas plus qu'un ongle. D'autres, comme la méduse crinière de lion, traînent des tentacules de plus de 30 mètres de long. La Turritopsis dorni, une petite espèce de Méditerranée, peut revenir à sa forme juvénile après avoir atteint la maturité sexuelle, réinitialisant efficacement son cycle de vie et vivant potentiellement indéfiniment dans les bonnes conditions. La croûte océanique ne dure pas éternellement. Dans les zones de subduction autour de l'océan Pacifique et ailleurs, la croûte océanique dense plonge sous la croûte continentale plus légère et s'enfonce dans le manteau, où elle fond et rejoint la roche en fusion en dessous. Ce processus est implacable et continu. L'océan Pacifique rétrécit de plusieurs centimètres chaque année, à mesure que son plancher disparaît sous l'Asie, les Amériques et les chaînes d'arcs insulaires qui marquent la limite de subduction. Le même processus construit les volcans de la ceinture de feu du Pacifique et génère les séismes qui secouent régulièrement le Japon, le Chili et l'Alaska. Aucun plancher océanique n'a plus d'environ 200 millions d'années, un bref instant dans les 4,5 milliards d'années d'histoire de la planète. Le plancher méditerranéen disparaît activement sous le sud de l'Europe, à un processus qui finira par fermer la Méditerranée entièrement et construire une chaîne de montagnes là où la mer se trouve maintenant. Marche dans un désert du sud-ouest américain et regarde les falaises en couches qui s'élèvent autour de toi. Beaucoup de ces couches sont du calcaire, et le calcaire se forme à partir des coquilles accumulées d'organismes marins dans des mers chaudes et peu profondes. La pierre sous tes pieds était autrefois le fond de l'océan. Des fossiles de coraux, de palourdes et de créatures marines apparaissent dans la roche du désert, dans les sommets des montagnes, dans les falaises de craie de Douvres et dans les dépôts crétacés du Texas. Tout au long de la longue histoire de la Terre, les mers ont avancé et reculé sur les continents des dizaines de fois. L'intérieur de l'Amérique du Nord était recouvert d'une mer peu profonde, appelée la voie maritime intérieure occidentale, il y a seulement 65 millions d'années. La Terre que nous considérons comme permanente a été un fond océanique plus de fois qu'elle n'a été terre sèche. Marcher sur du vieux calcaire, c'est marcher sur un océan disparu, ses créatures comprimées en pierre, sa chimie enfermée dans la roche, sa mémoire préservée dans chaque fossile
et chaque grain de sédiment. Loin au-dessus du plancher océanique, invisible pour tout navire ou nageur, une pluie constante et douce de particules organiques dérive lentement vers le bas à travers la colonne d'eau. Les scientifiques l'appellent neige marine, et c'est l'un des processus les plus importants de l'océan. Elle se compose de cellules mortes de plancton, de pellets fécaux, de mucus détaché, de petits grains minéraux et d'amas de matière organique qui s'agrègent dans leur descente. Un seul flocon de neige marine peut prendre des semaines pour dériver depuis la zone photique jusqu'au plancher marin. Au fil de sa chute, les bactéries et les petits animaux en consomment des portions, extrayant nutriments et énergie. Ce qui arrive au fond est une version transformée de ce qui a commencé en surface. Cette pluie lente est le principal mécanisme par lequel l'océan exporte le carbone de la surface vers les profondeurs. C'est la pompe biologique qui retire le dioxyde de carbone de l'atmosphère et l'enterre dans le sédiment. Sans la neige marine, le rôle de l'océan comme puits de carbone serait bien moindre et l'atmosphère bien plus chaude. Ce processus de sédimentation est aussi une horloge. En étudiant les couches de sédiments sur le fond marin, les scientifiques peuvent lire l'histoire de la vie dans les eaux au-dessus, décennie par décennie, siècle par siècle. Les fluctuations dans les types d'organismes qui tombaient révèlent des changements dans les températures, les nutriments et l'acidité de la mer à travers les âges. La neige marine est ainsi à la fois un processus actif et une archive, construisant l'avenir tout en préservant le passé. Dans les eaux glaciales de l'océan Arctique, une baleine nage avec une seule défense en spirale, dépassant vers l'avant depuis sa tête. La défense du narwal, qui peut atteindre plus de 3 mètres de long, est en réalité une dent surdimensionnée, plus précisément une canine, qui perce la lèvre supérieure et continue de pousser en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pendant des siècles, les Européens croyaient que les défenses étaient des cornes de licorne mythiques et les échangeaient à des prix extraordinaires. La science a finalement révélé la vérité, qui n'est pas moins remarquable que la légende. La défense est remplie de millions de petites terminaisons nerveuses qui se connectent au monde extérieur en faisant un organe sensoriel extraordinaire. Des narvals ont été observés, utilisant leur défense pour détecter la pression, la température, la salinité et les gradients de particules dans l'eau, goûtant essentiellement l'océan qui les entoure. Ils les utilisent aussi dans les interactions sociales et parfois en compétition. La défense est à la fois outil et organe, un instrument biologique accordé aux eaux arctiques sur des millions d'années d'évolution. Ce qui rend la défense du narwal encore plus fascinante, c'est qu'elle est presque toujours présente uniquement chez les mâles. Les femelles en ont rarement une, ce qui soulève des questions sur son rôle reproductif ou social. Certains chercheurs ont observé des narvals utilisant leur défense pour bâtonner des poissons avant de les consommer, les étourdissant pour faciliter leur capture. D'autres théories suggèrent qu'elles jouent un rôle dans la sélection sexuelle, les femelles choisissant des mâles dotés des défenses les plus longues et les plus droites. Tout comme les bois des cerfs ou la queue des ponts, la défense peut signaler la santé et la qualité génétique de son porteur. Au fond de la fosse des Mariannes, la pression est plus de 1000 fois supérieure à celle au niveau de la mer. Un corps humain emmené à cette profondeur sans protection serait écrasé instantanément. Pourtant, les créatures qui y vivent expérimentent cette pression
comme normal. Les poissons à dos, le terme pour ceux que l'on trouve dans les fosses océaniques les plus profondes, ont évolué avec une biochimie qui fonctionne précisément dans ces conditions. Leurs protéines s'effondreraient sous des pressions plus basses. Leurs membranes cellulaires sont composées de lipides différents de ceux des poissons des eaux moins profondes, les maintenant fluides plutôt que solides sous le froid extrême et la pression. Le poisson des neiges, une petite créature pâle d'apparence peu remarquable, a été trouvé vivant plus profond que tout autre vertébré, à plus de 8 km sous la surface. Il se nourrit de crevettes et de petits crustacés qui tombent dans la fosse. Ces poissons ne survivent pas à des conditions difficiles. Ils sont parfaitement adaptés à des conditions qui ne sont extrêmes que d'un point de vue de surface. Pendant la guerre froide, quand les sous-marins devaient communiquer à travers les bassins océaniques sans être détectés, ils exploitaient une propriété physique de la mer qui avait été découverte des décennies auparavant. Le canal SOFAR, une couche de profondeur où le son voyage de façon exceptionnellement efficace, permettait aux sous-marins d'envoyer des signaux acoustiques codés sur des milliers de kilomètres avec une perte minimale d'intensité de signal. Ce même canal transporte les appels basse fréquence des baleines, permet aux hydrophones distants de détecter les séismes sous-marins et a été utilisé par les scientifiques pour surveiller les changements de température de l'océan, en mesurant la vitesse à laquelle le son voyage à travers une eau qui se réchauffe. Le canal existe parce que la vitesse du son dépend de la température et de la pression. En dessous de la chaude surface, la température diminue et ralentit le son. Mais à de plus grandes profondeurs, la pression croissante l'accélère à nouveau. À la profondeur où ces deux effets s'équilibrent, le canal SOFAR forme un guide d'ondes acoustiques naturel. C'est une structure invisible dans l'océan, détectable uniquement avec des instruments, utilisés par des créatures qui ont évolué des millions d'années avant que les humains ne pensent à écouter. Dissous dans le vaste volume des océans du monde, se trouve une quantité extraordinaire d'or. Les scientifiques estiment qu'environ 20 millions de tonnes d'or existent en concentration diluée dans toute la mer, avec presque tous les autres éléments de la table périodique. La concentration est si faible, juste quelques parties par billion, qu'aucune méthode économique n'existe pour l'extraire. Le volume immense d'eau compense plus que suffisamment la dilution. Cet or n'a pas été déposé là lors d'un seul événement. Il s'est accumulé sur des milliards d'années à mesure que les rivières l'érodaient de la roche, que les sources hydrothermales ajoutaient une eau riche en minéraux et que les impacts de météorites contribuaient des métaux depuis l'espace. Le même processus, qui garde l'or trop dilué pour être extrait, cycle également les nutriments essentiels à la vie. L'océan n'est pas simplement un récipient de minéraux dissous. C'est un système dynamique dans lequel tout est connecté. L'or qui ne peut être extrait fait partie d'une chimie qui soutient le plancton, qui produit l'oxygène dans l'air au-dessus. Dans les eaux côtières peu profondes et les prairies d'herbiers marins des mers tempérées et tropicales du monde, vit l'une des créatures les plus improbables de l'océan. L'hippocampe, malgré son nom, est un vrai poisson. Il respire par des branchies, a une vessie natatoire et est classé parmi les poissons à nageoires rayonnées. Mais presque tout le reste le défie. Il nage à la verticale, propulsé uniquement par une petite nageoire dorsale, battant des dizaines de fois par seconde.
Il utilise sa queue préhensile pour s'agripper aux herbiers marins contre les courants. Il n'a pas d'estomac, ce qui signifie qu'il doit manger presque constamment pour survivre. Mais le plus remarquable est sa stratégie reproductive. La femelle hippocampe dépose ses œufs dans une poche reproductrice sur le ventre du mâle, où il les féconde, les nourrit à travers un réseau de vaisseaux sanguins et les porte jusqu'à la naissance. Certaines espèces donnent naissance à plus de 1000 hippocampes miniatures en un seul événement. Le mâle porte chaque grossesse. Dans le règne animal, ce renversement des rôles reproductifs est extraordinairement rare. Sous la surface de l'océan, le plancher marin n'est pas une plaine uniforme, mais un paysage aussi varié que n'importe quel continent. Dans plusieurs endroits du monde, des bassins de saumure reposent sur le fond de l'océan, comme des lacs sous-marins, remplis d'une eau si dense, en sel et méthane, qu'elle ne se mélange pas à l'eau de mer environnante. Ils ont une surface et un rivage distincts. D'étranges organismes qui ont évolué spécifiquement pour leur chimie extrême vivent dans la saumure ou à ses bords. Là où l'eau froide et dense coule sur une dorsale sous-marine, elle cascade de l'autre côté en une cascade. La cascade du détroit du Danemark, une chute d'eau arctique froide plongeant dans l'Atlantique, descend sur plus de 3,5 km, ce qui en fait la plus haute cascade de la Terre en hauteur. Elle transporte un volume d'eau environ 5 fois plus grand que le débit du fleuve Amazone. Ces paysages sous-marins, cascades, lacs et rivières, sont des expressions cachées de la même physique qui façonne le monde visible au-dessus, opérant simplement dans un milieu qui les rend presque impossibles à voir. Dans les eaux côtières peu profondes de presque tous les continents de la Terre, des lits de zoster s'étendent sur des fonds sableux et boueux, leurs fines feuilles vertes se balançant avec le courant. Les zosters ne sont pas des algues, ce sont des plantes à fleurs, les seules vraies plantes qui soient retournées dans l'océan depuis la Terre. Leurs racines ancrent les sédiments, leurs feuilles ralentissent le flux d'eau, et leurs denses prairies fournissent un habitat de frais pour les poissons, les tortues marines et les lamantins. Mais leur rôle écologique le plus important est peut-être l'un des plus invisibles à l'œil nu. Les prairies de zoster séquestrent le carbone à des taux jusqu'à 35 fois supérieurs à ceux des forêts tropicales par unité de surface. Elles y parviennent en enfouissant la matière organique dans leur dense système radiculaire et dans le sédiment stable et pauvre en oxygène en dessous, où la décomposition est lente. Les scientifiques appellent cela le carbone bleu, en distinction du carbone séquestré dans les forêts. Pourtant, les prairies de zoster disparaissent plus vite que les forêts tropicales, perdues à cause de la pollution, des ancres de bateaux et du développement côtier, emportant avec elles leurs réserves de carbone. L'océan n'est pas un bol uniforme d'eau. Il est stratifié en couches horizontales invisibles, séparées par des frontières abruptes, appelées thermocline et allocline, où la température et la salinité changent brusquement en seulement quelques mètres. Dans les océans tropicaux, une couche de surface chaude repose sur une couche profonde froide, comme de l'huile sur de l'eau, résistant au mélange. Cette stratification signifie que les nutriments piégés dans les profondeurs froides ne peuvent pas facilement remonter à la surface éclairée, où la vie pourrait les utiliser. En contraste, les océans polaires se mélangent plus librement, amenant les nutriments en surface et soutenant une productivité biologique extraordinaire.
Les sous-marins exploitent les thermoclines pour se cacher des sonars, car le son se réfracte sur la limite de densité de façon qui crée des ombres acoustiques. Les poissons naviguent dans ces couches invisibles, chassant là où le poêling froid ramène les proies en surface. La structure stratifiée de l'océan est fondamentale pour la façon dont il distribue la chaleur, l'oxygène et les nutriments. C'est aussi important pour la mer que les fronts météorologiques pour l'atmosphère, façonnant tout ce qui vit en son sein. Le long des côtes tropicales et subtropicales de plus de 100 pays, les mangroves poussent dans la zone d'eau saumâtre entre la terre et la mer, leurs systèmes racinaires enchevêtrés, s'élevant depuis les vasières côtières comme des cathédrales naturelles. Ce sont certains des écosystèmes les plus productifs de la Terre, abritant des poissons et des crevettes juvéniles, séquestrant du carbone dans leur sol de tourbe dense et filtrant les polluants de l'eau côtière. Mais les mangroves fournissent aussi un service que les ingénieurs peinent encore à reproduire. Leur dense réseau racinaire dissipe l'énergie des vagues, réduisant la hauteur des ondes de tempête de jusqu'à moitié dans certaines études. Lors du tsunami de l'océan Indien de 2004, les villages protégés par des forêts de mangroves intactes ont subi moins d'inondations et de dégâts que ceux où les forêts avaient été défrichées. Un mur vivant d'arbres peut surpasser une digue de béton tout en fournissant simultanément habitat et nourriture. Pourtant, les mangroves se perdent face au développement côtier, à l'aquaculture de crevettes et à la montée du niveau de la mer, à des taux qui laissent les côtes de plus en plus vulnérables aux tempêtes qui s'intensifient à mesure que l'océan se réchauffe. Chaque année, un petit oiseau marin, pesant à peine 100 grammes, effectue un voyage qu'aucun autre animal sur Terre ne tente. La sterne arctique se reproduit dans l'Arctique pendant l'été boréal, puis vole jusqu'en Antarctique pour vivre l'été austral et revient. L'aller-retour couvre environ 70 000 kilomètres et certains individus ont été suivis volant encore plus loin en empruntant des motifs de vent favorables. Sur une vie qui peut dépasser 30 ans, une seule sterne arctique peut parcourir une distance équivalente à 3 voyages sur la Lune et retour. Ces oiseaux connaissent plus de lumière solaire que tout autre animal de la Terre, vivant presque perpétuellement dans l'été polaire. Ils naviguent grâce au soleil, aux étoiles et aux champs magnétiques de la Terre. Des oiseaux baguets ont été récupérés après des décennies de ce même voyage, sans jamais faillir. La migration est alimentée par la riche vie marine des mers polaires. La sterne est un oiseau de l'océan, autant que du ciel, plongeant dans les vagues pour des poissons qui soutiennent les demandes énergétiques extraordinaires de son vol sans fin. Profondément dans le sédiment du plancher océanique, gîte une archive d'histoire planétaire si détaillée et si complète qu'elle a réécrit notre compréhension du changement climatique. Chaque couche de sédiment préserve des informations chimiques et biologiques sur les conditions de son époque. Les isotopes d'oxygène dans les minuscules coquilles de foraminifères révèlent les anciennes températures océaniques. La présence ou l'absence de certaines espèces marque des changements dans la chimie et la productivité de l'océan. Des particules de fer provenant de lointaines éruptions volcaniques sont préservées dans des couches précises. La poussière des âges glaciaires laisse des bandes visibles dans les sédiments tropicaux. Les scientifiques forant des carottes dans ces sédiments depuis des navires de recherche, extrayant des cylindres de matériaux
représentant des millions d'années de dépôts continus. En analysant ces carottes, ils ont reconstruit l'histoire des âges glaciaires, des périodes chaudes, des événements d'acidification océanique et des extinctions de masse. L'océan se souvient de tout ce qui s'est passé sur cette planète. Son sédiment est le registre le plus complet du passé de la Terre qui existe, écrit non en mots, mais en chimie et en os. Pendant la plus grande partie de l'histoire de la Terre, l'oxygène n'était pas une caractéristique de l'atmosphère ni de l'océan. La vie a émergé et s'est diversifiée dans un monde anaérobie, alimenté par d'autres réactions chimiques. Même aujourd'hui, certaines régions de l'océan, on a appelé zones à minimum d'oxygène, contiennent si peu d'oxygène dissous que la plupart des animaux ne peuvent pas y survivre. Mais certains organismes prospèrent précisément dans ces environnements à faible oxygène. Des bactéries, appelées anaérobies, utilisent le sulfate ou le nitrate pour la respiration à la place de l'oxygène, produisant du sulfure d'hydrogène comme sous-produit. Dans les sédiments de la mer Noire et dans les bassins au large des côtes du Chili et de la Namibie, des communautés entières de micro-organismes existent sans aucun oxygène. En 2010, les scientifiques ont découvert des animaux multicellulaires appelés Loricifera, vivant dans des sédiments anoxiques en Méditerranée, les premiers animaux complexes connus capables de compléter leur cycle de vie sans oxygène. Ces découvertes repoussent les limites de ce que nous définissons comme habitable. La vie dans l'océan ne se contente pas de tolérer l'inattendu, elle l'exploite. L'océan actuel est fondamentalement différent de l'océan d'il y a 3 milliards d'années. Au début de l'Éon archéen, l'eau de mer contenait presque pas d'oxygène et était riche en fer, sulfure et autres composés réduits qui seraient toxiques pour la plupart de la vie moderne. L'essor des bactéries photosynthétiques a lentement transformé cet ancien océan, libérant de l'oxygène qui a d'abord réagi avec le fer dissous, le transformant en rouille et déposant les formations de fer rubané que nous exploitons aujourd'hui. Ce n'est qu'après que tout le fer a été oxydé que l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Les intervalles ultérieurs ont apporté leurs propres changements. Les périodes plus chaudes ont vu des mers plus peu profondes et plus évaporées, avec une salinité plus élevée. Les périodes plus froides ont produit une chimie différente à mesure que les glaciers bloquaient l'eau. Les événements d'extinction de masse ont laissé des signatures chimiques dans le sédiment. L'océan n'a jamais été statique. Il a coévolué avec l'atmosphère et la vie, chacun façonnant l'autre dans une rétroaction qui a duré 4 milliards d'années. La mer que tu imagines n'est qu'un instantané dans une transformation continue. Chaque fois qu'un navire de recherche déploie des filets ou des caméras dans des parties inexplorées de l'océan profond, il revient avec quelque chose d'inconnu pour la science. De nouvelles espèces sont décrites depuis l'océan à un rythme qui serait remarquable, même si l'océan était bien exploré. Étant donné le peu qui a été directement échantillonné, le vrai nombre d'espèces non décrites est probablement stupéfiant. Les estimations suggèrent que l'océan peut contenir entre 500 000 et 1 million d'espèces, ou plus, encore attendant d'être identifiées. Beaucoup d'entre elles seront des micro-organismes, des bactéries et des archées aux biochimies différentes de tout ce qui est étudié dans les laboratoires. Mais de plus grands animaux sont aussi encore découverts. Le calmar géant, autrefois considéré comme un mythe, a été photographié vivant dans son habitat naturel seulement en 2004.
De nouvelles espèces de baleines à bec ont été décrites au cours des dernières décennies. L'océan ne fait pas que cacher des secrets. Il est rempli de taxonomies entières que nous n'avons pas encore rencontrées. Notre connaissance de la vie sur cette planète est incomplète, en proportion directe à quel point peu de l'océan nous avons exploré. Pendant environ les 4 premiers milliards d'années de vie sur Terre, l'océan était son unique foyer. Des organismes unicellulaires sont apparus dans la mer. La vie multicellulaire y a évolué. Les premiers animaux dotés de symétrie et d'organes, les premières créatures avec des yeux, les premiers prédateurs et proies, tous sont originaires de l'océan. L'explosion cambrienne, la diversification rapide des plans corporels complexes des animaux, qui a commencé il y a environ 540 millions d'années, s'est produite entièrement sous l'eau. Les poissons ont évolué dans l'océan avant que le premier vertébré ne se traîne sur la Terre. Les insectes, les reptiles et finalement les mammifères remontent tous leur ascendance aux ancêtres océaniques. Même les plantes qui ont colonisé la Terre l'ont fait à partir d'algues vertes qui ont d'abord maîtrisé la photosynthèse dans des mers peu profondes. L'océan n'est pas simplement un écosystème, c'est la pépinière évolutive de laquelle toute la vie complexe sur Terre a émergé, façonnée par des pressions de sélection qui restent inchangées dans de nombreuses parties des grands fonds. Chaque créature sur Terre porte dans sa biologie la mémoire de la mer. Avant que les hydrophones ne commencent à enregistrer l'intérieur de l'océan au XXe siècle, les gens imaginaient les grands fonds comme un monde de silence absolu. La vérité est précisément le contraire. L'océan est plein de sons. Les baleines chantent, cliquettent et gémissent. Les colonies de crevettes claquent leurs pinces en rafales coordonnées qui génèrent des sons plus forts qu'un moteur à réaction. Les poissons produisent des grognements, des coassements et des sifflements pour la communication, la cour et la défense du territoire. Le plancher marin lui-même craque et gronde avec l'activité géologique. Les séismes lointains envoient des tremblements basse fréquence à travers l'eau. La pluie crée un sifflement en surface. Même la glace qui se brise dans les mers polaires produit des sons qui voyagent sur des milliers de kilomètres. Le bruit humain des navires, du sonar et de l'industrie a ajouté une nouvelle couche avec laquelle de nombreux animaux marins doivent maintenant rivaliser. Le paysage sonore de l'océan est une symphonie complexe qui joue depuis des centaines de millions d'années, en couches et intriguées, pleines de communications que nous commençons à peine à déchiffrer. Au bord de la mer, là où les vagues lavent et reculent 2 fois par jour, se trouvent certains des habitats les plus productifs et biologiquement divers de la Terre. Les mares sont de petites poches d'eau de mer, piégées dans des dépressions rocheuses entre les marées. Dans une mare pas plus grande qu'une baignoire, des dizaines d'espèces peuvent coexister. Les étoiles de mer chassent les moules. Les bernards l'ermite récupèrent ce que la marée laisse derrière. Les anémones filtrent le plancton avec des tentacules ondulants. Les bigorneaux grattent les algues des surfaces rocheuses. Les gobies se cachent dans les crevasses, tandis que les blennies sautent entre les mares. Chaque créature dans une mare doit survivre des conditions qui oscillent entre des extrêmes. 2 fois par jour, de l'eau de mer fraîche renouvelle la mare. Entre les marées, l'eau peut se réchauffer au soleil, se refroidir dans le brouillard, devenir plus salée en s'évaporant ou se rafraîchir avec la pluie. Les organismes qui y vivent
compte parmi les plus résistants sur le plan environnemental de la Terre, adaptés à l'imprévisibilité de façon qui en font des sujets idéaux pour comprendre comment la vie répond au changement. Les cartes divisent l'océan en Pacifique, Atlantique, Indien, Austral et Arctique. Mais ces frontières sont des inventions humaines. L'eau ne respecte pas les lignes tracées sur le papier. L'océan est un corps continu, âme connectée à chaque frontière, échangeant eau, chaleur, sel et vie à travers chaque division imaginaire. Une molécule d'eau évaporée de l'océan Indien tropical peut tomber sous forme de pluie en Amazonie, couler vers l'Atlantique, dériver vers le nord dans un courant de surface, couler dans les eaux profondes de l'Atlantique Nord, voyager le long du plancher océanique jusqu'au Pacifique et remonter dans un upwelling au large de la côte du Pérou. Ce voyage prend des centaines d'années. Pendant celui-ci, cette molécule d'eau a participé à chaque partie de la chimie de l'océan, aidé à soutenir d'innombrables organismes, influencé le climat de 3 continents et enregistré les conditions de chaque océan qu'elle a traversé. Les 5 océans nommés ne sont qu'un seul océan, portant des noms différents. Il n'a ni commencement, ni fin. Il se déplace simplement, toujours. L'océan qui existe aujourd'hui n'est pas l'océan d'il y a 100 ans et ne sera pas l'océan dans 100 ans. Les températures de surface de la mer ont augmenté de plus d'1 degré Celsius depuis le début de l'ère industrielle, modifiant fondamentalement la distribution des espèces marines, déplaçant les zones de pêche, blanchissant des récifs coralliens qui ont mis des milliers d'années à se construire. L'océan est plus acide qu'il ne l'a été depuis au moins 800 000 ans, menaçant la calcification de tout, des huîtres au plancton qui sous-tend les réseaux alimentaires. Les zones à minimum d'oxygène s'étendent à mesure que l'eau plus chaude contient moins de gaz dissous. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des mesures. L'océan change à un rythme qui n'a pas de parallèle dans les récentes archives géologiques, entraîné par la libération de gaz à effet de serre que la mer elle-même peine à absorber. L'avenir de l'océan est incertain, mais l'océan lui-même est patient. Il a survécu à chaque catastrophe que la Terre a connue. La question qui définit cette ère est de savoir si la vie en son sein peut s'adapter suffisamment vite. La géologie et l'océanographie ne sont pas des sciences séparées. Ce sont les chapitres de la même histoire. Les plaques qui glissent sous les continents façonnent aussi les bassins océaniques. Les volcans qui construisent des montagnes construisent aussi des îles et des sources hydrothermales. Les âges glaciaires qui ont sculpté les vallées ont aussi changé le niveau de la mer de plusieurs centaines de mètres. Les fossiles dans le calcaire du désert étaient autrefois le fond de l'océan. L'or d'une alliance a peut-être atteint la Terre à l'intérieur d'un météorite qui a éclaboussé une mer primitive. Chaque goutte d'eau, chaque souffle d'oxygène, chaque cycle chimique qui soutient la vie sur Terre passe par l'océan à un moment ou à un autre. La mer n'est pas une frontière au bord du monde. C'est le plus grand et le plus important organe du monde, connecté à tout, entraînant tout, se souvenant de tout. L'étudier, c'est étudier le passé, le présent et le futur de la planète simultanément. L'océan ne contient pas simplement l'histoire de la Terre. Il est l'histoire de la Terre, écrite dans le sel, la pression et le temps. Même maintenant, tandis que le monde se calme autour de toi, l'océan se déplace. Quelque part, un courant profond porte de l'eau froide depuis les pôles vers l'équateur,
l'obscurité loin sous la surface. Quelque part, une méduse bioluminescente pulse doucement à travers la zone de minuit, sa lumière étant la seule clarté à des kilomètres dans n'importe quelle direction. Quelque part, une baleine bleue se déplace dans les eaux profondes, son appel voyageant sur des milliers de kilomètres avant de se dissoudre dans le sifflement de la mer. Sur un récif, les poissons se reposent dans les crevasses, tandis que le rythme des marées marque les heures. Sur la plaine abyssale, la neige marine dérive vers le bas en lente spirale, portant le faible souvenir de la lumière solaire vers un fond qui n'a jamais vu le ciel. L'océan fait cela depuis avant qu'il y ait eu de la vie pour en être témoin. Et il continuera bien après que les problèmes de ce moment soient passés dans la couche sédimentaire qu'ils finiront par devenir. Il y a du réconfort dans cette patience, dans le rythme profond et lent d'un monde qui a tout survécu et continue d'avancer, centimètre par centimètre, degré par degré, vague par vague. Laisse ce rythme ralentir ta respiration maintenant. Imagine la pression de l'eau sombre, la quiétude des profondeurs, l'absence de gravité, de dériver bien en dessous de l'endroit où une tempête peut atteindre. L'océan ne porte aucune urgence, seulement du mouvement, de la mémoire et la lente chimie du temps. Chaque molécule d'eau dans ton corps a déjà été dans l'océan. Tu es fait de mer ancienne. Tu as toujours porté son sel. Et dans le silence avant le sommeil, tu peux presque le sentir, comme la douce attraction de la marée en toi, te portant doucement vers le repos. Laisse tes pensées dériver comme de la neige marine. Laisse les profondeurs te soutenir. L'océan s'est souvenu de chaque créature qui a jamais vécu en son sein. Il se souviendra de toi aussi, à sa façon, en son temps. Pour l'instant, il n'y a plus rien à faire que flotter dans le silence entre l'éveil et le sommeil, porté par quelque chose de plus ancien que l'imagination. Bonne nuit.